www.muséepréhistoire.com. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit longtemps que je n'avais pas fait de conf ici. Donc c'est un moment de grand plaisir pour moi d'être toujours dans le Verdon. Et voilà, tu me dis quand c'est bon. Alors on attaque. Je vais prendre aussi la petite bête avec la flèche. Alors Sylvie vous a dit qu'on fêtait les 40 ans. Ben moi j'ai aussi envie de vous dire qu'on va fêter les 10 ans de la réserve, gérée par le conseil départemental. Parce que ça fait que 10 ans, donc depuis 2014, que le conseil départemental gère cette belle réserve. Et les liens avec le musée sont anciens, à la fin des années 88, et principalement en 92, lorsque le conseil général, à l'époque, avait lancé ce qu'on appelait le triptyque, c'est-à-dire les 3 pôles importants du département, qui s'occupaient des astres, de la Terre et des hommes, c'est-à-dire Saint-Michel Observatoire, la réserve géologique et ce qui allait devenir le musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Donc, ce n'est pas nouveau. Et on continue. Alors ici, je ne vais pas appuyer sur la petite... Voilà. Ici, en jaune, c'est le territoire de la réserve naturelle. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, on me dit de sortir de ma réserve, mais bon, je m'échappe assez souvent, mais pas trop loin, puisque je me suis arrêtée à Quinson, et on est encore aussi dans le parc naturel régional du Verdon. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on bénéficie d'un territoire tout à fait extraordinaire dans nos Basses-Alpes et le Haut-Var aussi. Hein, donc, c'est des territoires de sciences, d'échanges, des espaces naturels protégés. Et ce que l'on fait dans une réserve naturelle, on le fait aussi dans un musée, c'est-à-dire les réserves naturelles. Nous sommes une réserve naturelle nationale. On fait partie de 359 réserves en France. Et donc, que font les réserves naturelles ? Elles protègent, elles gèrent, elles sensibilisent. C'est ce qu'on fait ici à Quinson. Donc, on est beaucoup en extérieur, mais aussi avec des collections d'autres réserves. Mais on fait un petit peu la même chose. Et pour protéger, pour gérer et sensibiliser, il faut connaître. Alors, pourquoi une réserve naturelle géologique ? Ça, c'est une question piège. Ça a démarré à Digne, avec quelque chose qui n'avait rien à voir avec le patrimoine géologique, parce qu'on n'en parlait pas encore. Fin des années 70, autour des environs de Digne, il y avait de magnifiques fossiles qui étaient collectés, qui étaient montés en bijoux. Vous connaissez sûrement l'histoire. Au bord de la route, il y avait sur quelques mètres carrés de belles ammonites. De l'autre côté de la route, il y avait la décharge. Il y avait un petit grillage là, pour protéger le peu qui existait là. Mais surtout, quoi faire de tout ça ? Et dans les années 70, donc je vais rester poli, mais les élus de Digne se disaient, mais que proposer comme activité aux curistes qui s'embêtent royalement ? Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et donc l'idée, c'était, Bernard de la Casagrande, l'adjoint à la culture de Pierre Rinaldi, le maire, s'était dit, mais j'ai des amis qui sont à l'université de Provence, qui sont géologues, et on pourrait leur demander de faire un petit bilan de ce qu'il y a pour amener les curistes se promener, ramasser des fossiles. Ça a démarré comme ça. Or, dans les années 70 aussi, c'était le début de l'explosion des foires aux minéraux et fossiles. Donc notre région, qui était connue pour toutes ses richesses paléontologiques, malheureusement attirait aussi des collectionneurs et surtout les marchands de fossiles qui sont venus s'approvisionner sur notre beau territoire. Et donc des cailloux cassés, il ne restait plus que des négatifs. C'est à cause de ça que je suis devenue géologue aussi. Un exemple hors de chez nous, au Maroc, c'est un des pays qui sont le plus affectés par ces pillages. Donc on casse tout, on sort les belles bêtes, et après au besoin on recolle. Un autre exemple du Maroc, on a chez nous les mêmes ammonites déroulées qui se vendent très cher sur les marchés. Et donc ça, bien sûr, ça alimente cette pression des collectionneurs, surtout du commerce des fossiles, et on se retrouve avec des paysages fracassés. Donc on sort que les belles bêtes, et tout le reste qui est anecdotique, on le balance dans les déblais. Eh bien ça, c'était pas imaginable de se dire, si dans notre belle future réserve, c'est comme ça qu'est né le projet, dans notre territoire, on amène encore plus de monde à ramasser les fossiles, on va arriver à une catastrophe. Catastrophe, c'est que ces fossiles sont comme des mots dans un livre qui raconte une histoire.
la fossilisation, c'est quelque chose de très rare. On ne s'en rend pas compte parce qu'on en a tellement chez nous de fossiles qu'on a l'impression que c'est commun. Pas du tout. Fossiliser un reste animal, c'est quelque chose de rare, de végétal encore pire. Et donc, ça fait partie de la mémoire de la Terre. Si vous enlevez chacun des mots, ben, votre bouquin ne raconte plus rien. Donc, et puis surtout, si vous enlevez les ammonites, ben, vous avez beau arroser, ça ne repousse pas, ça ne fait pas de petits. Donc, ce qui disparaît, ça disparaît à jamais. D'où le jeune étudiant qui avait fait l'inventaire autour de Digne avait conçu, avec ses collègues de l'Université de Provence, les élus locaux bien sûr, un projet de protection des sites fossilifères sur place pour les aménager, les rendre accessibles au public, aux curistes aussi, pour les occuper, et j'espère prendre plaisir à regarder tout ça. Mais on a profité aussi dans l'année 76 de la loi sur la protection de la nature qui a permis la création de multiples réserves naturelles et qui prévoyait aussi de prendre en compte des éléments de géologie. Donc notre belle dalle aux ammonites, j'appuie pas sur le bon bouton, il est là. Voilà, à l'époque, donc à la fin des années, vers 1980, ça a été fouillé une première fois. On arrive à 300 mètres carrés, 600 ammonites, et voyez le paysage. Hein, la route avait déjà été déplacée pour laisser un espace pour le public. Mais de l'autre côté, on avait un restant de décharge. Alors, ups. Et puis à la même époque aussi, donc entre 79 et 80, il y avait un reptile marin, un ichthyosaure qui avait été trouvé et mis sous cloche. Pareil, habituellement on ne laisse pas ça en extérieur pour être présenté au public. Et que ce soit la dalle aux ammonites, l'ichthyosaure ou d'autres sites, eh bien c'est ce qui a permis de mettre en place ce projet de réserve naturelle nationale et qui a été créé par décret en 1984. Voilà, c'est là où démarrent nos 40 ans. Et donc, c'est là aussi qu'on s'est retrouvé avec 18 petits sites, 269 hectares en protection forte. On ne peut pas ramasser fossiles. On a juste l'appareil photo pour faire de belles photos de ce qu'on voit, de ce qui est protégé. Les élus sont mobilisés aussi pour aider à constituer une équipe, à constituer cette association, qui était la première gestionnaire de la réserve, avec un conseil d'administration, comité consultatif, donc avec des représentants de l'État, de la ville de Digne, du département bien sûr, de la région. Quelques années plus tard, en 1987, les gendarmes de Barème, ils étaient contents, ils sont tombés sur une bande d'Italiens, c'est l'affaire des Italiens. On n'a rien contre les Italiens, on a même un garde italien actuellement, Francesco. Il n'aime pas trop quand on parle de cette histoire. Mais donc il y avait des pilleurs qui étaient venus sur un de nos sites protégés, en réserve naturelle nationale, et c'était aussi pour faire de la vente. Donc le directeur, à ce moment-là, il a profité aussi de cette occasion pour monter au créneau et faire prendre au niveau national conscience de ce que c'était que ce patrimoine qui était pillé, vendu sur les marchés internationaux. Il fallait absolument faire quelque chose. Alors, on avait fait quelque chose dans les réserves naturelles nationales. Sauf que cette réserve, c'était les 18 petits points sur 13 communes. Donc, les collectionneurs qui ne pouvaient plus aller sur la dalle aux ammonites ou le site des ichthyosaures, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient gratter à côté. Donc, les décrets de création de réserves naturelles nationales prévoient que l'on peut créer un périmètre de protection. Et donc, par arrêté préfectoral, a été créée cette zone où on a une protection qui est plus souple et qui permet aussi non seulement de protéger les fossiles, mais de développer la recherche et de faciliter le travail des chercheurs. Alors, un événement mondial à Digne, nul n'est prophète en son pays, beaucoup oublient que c'est quand même la réserve géologique et tous ses partenaires qui ont lancé à Digne le premier symposium international sur la protection du patrimoine géologique. C'est à partir de là qu'on a tous commencé à parler de ce fameux patrimoine géologique. Ce terme n'existait pas vraiment avant. Voilà, donc à la fin de ce congrès, eh bien, a été signée la Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre. Et tous les géologues, toutes les personnes qui s'occupent du patrimoine connaissent cette déclaration de Digne. Hein, donc c'est important. Le patrimoine géologique prend racine à Digne. Donc au début, on a fait beaucoup de sensibilisation, c'est ce que l'on fait dans toutes les réserves naturelles, avec les scolaires, mais aussi avec les enseignants.
avec les amateurs, parce qu'on n'est pas là pour leur casser des ammonites sur la tête, bien sûr, hein, donc ils contribuent à l'avancée de la science et de la connaissance dès l'instant où ils participent et où ils ne cachent pas les trucs et où ils ne les vendent pas sous la table. Alors, quand on a créé ce périmètre de protection, c'est basé à la fois sur des volontés des communes, parce que c'est elles qui demandaient à faire partie de la réserve, mais aussi sur des inventaires du patrimoine, des sites géologiques. À Castellane, il y avait sur ce terrain-là des nonos, des restes de Siréniens fossiles. Alors aussi bien les gens de Castellane venaient ramasser des bouts d'os roses. Il y avait des pilleurs de fossiles qui venaient exploiter ce truc. Si bien quand on est venu sur site, lors d'un congrès, on cherchait des partenaires scientifiques, et ben on ne voyait pas grand-chose. Mais on a trouvé l'oiseau rare, c'est Daryl Dobning, ici. Tout le monde nous disait, mais il faut que vous travailliez avec Daryl. Donc Daryl, c'est un Américain. C'était le seul au monde à l'époque qui était vraiment spécialiste de ces bêtes-là. Et donc il est venu en 1994. Et à partir de là, il a poussé un petit couinement de Siréniens en disant, mais c'est exceptionnel. C'est un des très vieux gisements au monde de ces mammifères marins. Et surtout... lors de la première fouille que nous avons menée en 1995 avec lui et une équipe pluridisciplinaire, il nous l'a dit, c'est the best in the world. Donc, il n'y avait pas mieux au monde et ça a permis de monter une équipe, de multiplier les fouilles. La petite Claire qui est là a consacré une thèse de doctorat à toute la faune fossile de Tolane, c'est le nom du bled. Vous avez là le portrait d'un dugongidé. Et grâce à ce travail, il y avait des centaines d'ossements avec des jeunes, des vieux, enfin un truc tout à fait fou pour un gisement qui est très ancien. Et elle a pu créer une nouvelle espèce à partir de cette étude-là. Donc c'est encore un site international, en plus d'être the best in the world. Alors comme c'était the best in the world, je le répéterai 36 fois, ça a permis de mobiliser de l'argent, des financements européens, pour aménager une partie du site sur les eaux qui pouvaient rester en place. Le reste a été étudié au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis, non seulement de financer les études, mais aussi de consacrer à Castellane ce qui devait être une antenne de la réserve et qui s'est appelé Musée Sirènes et Fossiles. Maintenant, c'est la Maison Nature et Patrimoine, mais il y a toujours cette exposition permanente sur les Siréniens. Donc là, vous voyez, on retrouve aussi le partenariat et le terrain, le complément dans les musées qui fonctionnent très bien. Alors, une des richesses exceptionnelles de notre réserve, ce sont les reptiles marins. Moi, j'ai dit plein de zores parce que dinosaures, ichthyosaures, plésiosaures, voilà. Et alors, le premier ichthyosaure dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'ichthyosaure larobine, il n'intéressait personne. Bah, voilà, mais les Siréniens, c'est difficile de trouver un spécialiste. Mais alors, pour les ichthyosaures, c'était pire. Il n'y avait personne qui voulait voir ça. Et là, il se trouve qu'en faisant les inventaires, et puis en me baladant le soir sous la neige, pof, je tombe sur des os. Alors, des os, vous avez une bête là qui est exceptionnellement rare parce que ça fait partie de ces ichthyosaures qui font partie des derniers représentants, comme les dinosaures qui disparaissent il y a 66 millions d'années. Eux, ils disparaissent à 90. Lui, il en a un peu moins de 100 millions d'années. Donc, pour ces bêtes, ces ichthyosaures du Crétacé, on appelle ça le Crétacé, eh bien, c'est rare. Alors, je me suis dit, bon, j'habite à la Javie, donc je vais promener en vélo, à pied, par là, puis je me dis, wow, il y a sûrement d'autres ichthyosaures. Donc là-dedans, j'ai passé quelques années à me dire, tiens, il faudrait que j'aille voir s'il n'y a pas d'ichthyosaures là-haut. Et pof, un jour, ça me prend. Et je tombe sur des os. C'est évident. Ceci dit, il faut faire gaffe de ne pas ramasser n'importe quoi. Un os peut en cacher un autre et on peut faire disparaître un squelette entier. Voici la montagne. C'était un poste de chasse à chamois. Alors j'avais une envie folle de creuser, mais ça appartient bien à quelqu'un. Alors j'avais de la chance parce que ça appartenait à la commune, enfin ça appartient toujours à la commune. Et le maire m'a dit, allez, creuse, puisque bon, j'avais déjà demandé l'autorisation de fouille pour le premier site. Et en pleine canicule en 2003, j'étais contente parce que j'étais au frais à 1200 mètres. J'ai commencé à creuser. Alors fouille.
en terrasse. Ça, on a envie de le bazarder. Si on est un marchand de fossiles, ça part dans le décor. Sauf que ces petits trucs-là, qui ressemblent à rien, ce sont des petites ammonites. Et ce sont elles qui datent l'ichthyosaure. Donc voilà la bébête une fois dégagée. Et alors, il y avait les gens du village qui me disaient « Oh, Miette, mais pourquoi tu ne nous laisses pas cet ichthyosaure? Il est comme nous, il est de Chanol, c'est un chanolais, on aimerait bien le garder. » Et en fait, cet ichthyosaure, c'était un reste de carcasse qui avait dû flotter, dériver, et qui avait déjà perdu tête et pattes. C'est-à-dire les éléments scientifiques les plus importants pour l'étude de ces trucs-là. Et donc, avec une colonne vertébrale, des côtes, même si c'est très joli, scientifiquement, on ne va pas mettre une étude là-dessus. Enfin, ça n'ira pas très loin. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un site expérimental pour voir si on arrive à conserver ce genre de trucs. Alors, comme c'est expérimental, sauvetage quand même des données, on a fait le moulage du site, et vous verrez le site à Quinson. Donc, sur les diapositives en bas, j'ai marqué Quinson. Quand il y a Quinson, ben, ça veut dire que c'est des trucs qui seront exposés à l'expo. Tu vois, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez le retrouver donc cet été à l'exposition de Quinson. Pof. Donc, quand on trouve un truc, ben, il faut étudier. Donc, on ramasse toutes les informations possibles. Et donc, il y a une petite étudiante là, de l'Université de Marseille qui a étudié toute la série géologique. Vous voyez, en plus, c'est un peu crapahute. A ramassé toutes les ammonites, tous les fossiles qui pouvaient apporter des renseignements sur la biodiversité, expliquer pourquoi la bête était morte, qu'est-ce qu'elle faisait là. Et donc, voici le site aménagé. Et comme c'était encore une bête du Crétacé, qui était un peu plus vieille que la précédente, à 107 millions d'années, ça commençait à devenir plus intéressant des bêtes de la fin de l'histoire des ichthyosaures. Et donc, ça a rendu service à notre ichthyosaure de la Robine. Il était content d'avoir des Platypterygius, excusez-moi pour le nom de ces bébêtes, parce que, du coup, dans un congrès à Carcassonne, j'ai rencontré des chercheurs, et moi j'ai exposé mes trucs, j'ai dit, écoutez, on a plein d'ichthyosaures, puis personne ne veut les étudier, mais sauf que ces derniers ichthyosaures-là, qui étaient rares, ça a réussi à les appâter. Donc, on a attrapé la bête rare qui s'appelle Valentin Fischer, jeune étudiant, qui a consacré un premier mémoire aux 11 restes d'ichthyosaures. Donc, vous voyez, depuis le premier, il y en a une autre, de la réserve, et consacré son travail ensuite de thèse aux ichthyosaures du Crétacé, de la région et plus. Donc, Quinson, donc les fossiles qui sont devant vous, là, sous Quinson, vous les verrez. Pouf! Et alors, je vous disais, notre ichthyosaure de la Robine, ben, il était sacrément content parce que pour une fois, il a été étudié. On lui a trouvé son joli petit nom, Suevoléviathan disinteger. On peut l'oublier. Ceci dit, c'est rare dans le monde. Il y en a 7 à peu près complets. C'est le 4e plus complet au monde d'une bête qui est rare et qui renseigne aussi sur l'histoire et la paléogéographie du monde. Pourtant, ben, ce fossile, j'aurais bien balancé un coup de pied dedans. Tellement je dis, mais il est moche. Il n'avait pas l'air exceptionnel. Eh bien, c'est exceptionnel. Sans les études, on ne connaît pas la valeur scientifique et patrimoniale des choses. Alors, pour parler un petit peu d'archéo quand même. Hein. Donc, à une époque, dans les années 90, grâce à des financements européens leaders qui faisaient du développement économique, du développement touristique, en région rurale désertée, la réserve avait mis en place un projet d'aménagement de sites, y compris sur des sites qui parlent de l'histoire de l'exploitation des richesses minéralogiques. Et sur Moriez et Tartonne, qu'est-ce qu'il y avait d'original? De l'eau salée exploitée en puits. Donc ces financements européens ont permis de financer les études archéologiques avec une bande d'archéos de Besançon, avec Denis Morin. Et en plus de l'étude, donc ça avait été la restauration des puits et l'aménagement de sentiers. Alors le puits de Moriez, donc il était connu en archives, il était connu de Dorbigny, pas de Dorbigny, mais enfin bon. Et on s'est dit, on va vider le puits, voir au fond ce qu'il y a. Il y avait très peu de restes archéologiques parce qu'il avait dû être vidé, curé plusieurs fois. Donc c'était un petit peu décevant, sauf qu'au pied du cuvelage en pierre, le cuvelage reposait sur un lit d'argile et dans lequel
ben, on a pu observer ces petits trucs-là et disposés en arc de cercle. Bois qui ont pu être datés quasiment un petit peu plus de 7000 ans. Et ces baguettes étaient plantées intentionnellement. Voici le paysage qui a été reconstitué par un dessinateur avec les archéologues. Et donc les petits bouts de bois représentaient un clionnage qui devait permettre de protéger les venues de la source salée de l'eau douce qui descendait du torrent. Alors aujourd'hui, on a 9 mètres qui cachent ce niveau-là, tout simplement parce qu'il y a eu un gros glissement de terrain et qui a planqué et qui a enfoui ces découvertes de l'époque. C'était une première en Europe. Après, on s'est fait doubler par les Roumains, mais à l'époque, c'était la première fois qu'on trouvait une aussi vieille exploitation du sel en Europe. À Tartonne, vous voyez, ces belles dames du début du XXe siècle. Et grâce à ces photos d'archives, on a l'idée de ce qu'était le puits, parce que 100 ans plus tard, vous voyez, ce pauvre puits d'exploitation du sel de Tartonne, eh ben, il n'est pas très joyeux. Mais dans le cadre des financements européens et des études, on a conforté tout ça. Alors celui-là, depuis, il était plein de caillasses, d'un tas de trucs, avec un cuvelage en bois très fragile. Et donc on a vidé tout cela. Donc magnifique. Il y avait beaucoup d'éléments en bois. Donc ici des seaux en bois monoxyle, donc creusés dans un seul tronc. Et les dames ont quelque peu changé. Voilà, mais ça c'était il y a déjà un certain temps, on y passe. Alors la géologue de la bande était chargée aussi d'étudier le contexte géologique. Pourquoi est-ce que dans cet environnement-là, on se retrouve avec du sel? Donc j'avais fait le schéma géol, tout ça. Et puis une fois que j'ai les pieds dans les robines, j'ai dit, bon ben, si on regardait s'il n'y a pas autre chose. Et effectivement, un petit peu plus loin, os. J'ai failli le bazarder parce qu'il était plein de bouges, un peu nettoyé. J'ai me dit, waouh, mais c'est un os. Et donc, un os qui peut en cacher d'autres. Donc, sur le terrain, il y avait d'autres non-os qui étaient encore dans le talus. Et au-dessus, de magnifiques vertèbres. En plus, elles étaient vertes. Et surtout, pour moi, je me suis dit, ah, ce ne sont pas des vertèbres d'ichthyosaures. Enfin, autre chose. Alors, j'étais super contente aussi parce que c'était un terrain communal. On allait pouvoir aussi demander l'autorisation à la commune, cette fois-ci de Tartonne, qui nous a dit oui, oui, allez-y. Et surtout, 2 jours après la découverte, veut débarquer une bande de jeunes géologues avec des spécialistes d'ichthyosaures, reptiles marins dans tout genre, qui m'avaient demandé une autorisation de faire de la prospection sur le terrain pour trouver de nouveaux reptiles marins et y travailler. Je lui ai dit, oh, pas de problème, on l'a déjà. Et c'est ainsi qu'après la première expertise, on s'est mis d'accord, bien sûr avec la commune, pour faire cette première fouille. Donc on terrasse avec les gens du cru ou des amateurs. On terrasse, on descend jusqu'à la couche un peu verte qui est au-dessous, près des seaux. On terrasse avant l'arrivée des spécialistes des plésiosaures, enfin des ichthyosaures ou autres bestioles, parce que le fossile de vertébrés, il se trouvait ici. Donc il fallait tout décaisser avant que l'équipe de vertébristes arrive. Alors heureusement, il n'y avait pas trop de fossiles, donc ceci dit, on a tout répertorié, tout enregistré. Et en arrivant dans la couche un peu verte, au-dessus du reptile marin, on a commencé à trouver des ammonites. Des grosses ammonites, des ammonites partout. Alors quand l'équipe des chercheurs en reptiles marins sont tombés sur ces ammonites, bon, ils râlaient un peu parce que bien sûr, ils préféraient les vertébrés. Mais ceci dit, ça permettait d'avoir une idée de la biodiversité de toute la faune qui vivait à l'époque. Ouais, il y avait vraiment de grosses bêtes. Donc les collectionneurs prendraient ça et ils jetteraient ce genre de trucs. Alors, impossible, puis ça contribue à la connaissance de cette biodiversité et surtout toutes ces ammonites, avec des formes très, très variées les unes et les autres, eh bien ces ammonites renseignent sur l'âge du fossile, parce que le reptile marin, on ne sait pas l'âge qu'il a, et il nous faut ces ammonites pour intégrer ça. Donc le bestiau, il est par là, et grâce aux ammonites, on sait qu'il y a 2 niveaux d'ammonites, des Mortoniceras, Phalax et Rostratum. Donc celui-là, c'est le Rostratum. Il a un nom à coucher dehors. Mais ici, vous voyez qu'il y a une espèce de rostre.
Donc quand l'animal est adulte, il développe cette espèce de rostre. Et ça, c'est très fragile. Donc ça veut dire que si ce truc-là est conservé sur le site, ça veut dire qu'il y a des conditions tout à fait exceptionnelles pour préserver ce genre de truc. Et par contre, à côté, on a des plaques avec des débris d'ammonites. C'est un clafoutis monstrueux. Les ammonites sont brassées, cassées. Voilà. Donc l'ensemble des spécialistes qui travaillent sur le site permettent chacun d'eux, avec leur spécialité. Il y avait aussi des géochimistes, des sédimentologues et tout. Enfin bon, bref. Donc chacun apporte les éléments pour mieux comprendre le site. Alors là, vous voyez, on est arrivé sur la bébête. Bon, il y a encore des ammonites. Hein. Didier Bert, le conservateur de la réserve, spécialiste des ammonites, n'est pas là. Donc parfois, je m'amuse à dire du mal de ces ammonites, mais je vous l'ai dit, c'est important. Donc là, vous avez une palette natatoire arrière, un bout de queue. Là, il dégage les papates. Et Jérémy Martin, vous voyez, il n'est pas content. Parce qu'en fait, il espérait que ce soit un crocodile. Et ce n'est pas un crocodile, c'est un plésiosaure. Donc un magnifique plésiosaure qui a fait la joie de Peggy Vincent, que vous avez dans le cadre à côté, qui viendra nous donner une conférence cet automne sur les monstres marins. Et elle est spécialiste des plésiosaures, donc elle était ravie. Alors dès l'instant où on dit on a encore du zore sur la réserve et c'est une bête rare, ça attire, ça attire du monde. Des élus, le directeur d'un de nos services, enfin bon, voilà, ça attire du monde. Mais en fait, tous les jours, nous avions la visite des gens du pays qui venaient filer un coup de main. Voilà. Ça a créé beaucoup de liens sur Tartonne. Alors, une fois dégagé, préparé, ben, voici à quoi ressemblent les restes squelettiques et la bébête qui n'est pas à la même échelle, mais où on retrouve les éléments en verre de ce que vous avez sur le plan. Donc, c'est une bestiole qui devait faire pas loin de 7 mètres de long. Alors, on n'a pas trouvé le reste du corps parce qu'il y a une partie qui a dû partir là. Là, c'est le bord du talus, donc qui a dû être érodé pendant des années. Mais on peut imaginer qu'il était enroulé comme ça et j'espérais trouver la tête par ici. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, mais bon, on ne désespère pas. Alors, en coulisses, qu'est-ce qui se passe aussi le dégagement très compliqué des nonos. Donc, on avait fait appel à Yvain Leclerc. Bon, je passe rapidement parce que des fois on pète un câble, mais il n'a rien cassé. Il a tout préparé, numéroté, et c'est toutes ces petites boîtes, tous ces restes qui ont été envoyés au muséum chez Peggy Vincent pour être étudiés. Et donc le dernier à intervenir, c'est Eric Turini, donc, pour Hector, puisqu'il s'appelle Hector le plésiosaure. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Bon, voilà, qui a remis en place les vertèbres et tous les os des pattes, pour pouvoir être présenté cet été ici au musée. Alors ces foutus ammonites, eh bien, il y a des spécimens extraordinaires aussi qui sont préservés d'une façon absolument merveilleuse et qui renseignent très bien sur tout le gisement. Et là, c'est Didier Berthe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a réalisé le dégagement et la préparation des ammonites. Donc vous verrez quand même au musée les plus belles bêtes, mais les vilaines, on les garde dans nos collections. Alors bien sûr, après, on communique dessus. Hein, donc, comme c'est une bête rare, ça a été le premier plésiosaure d'il y a 100 millions d'années qui était trouvé en Europe. C'était encore une nouveauté. Donc on communique, on fait des publications. Ça a été publié ici, ça a été présenté au 5e congrès mondial de paléontologie, qui a été apprécié par plus d'1 millier de visiteurs au muséum. Quelques années après, 3 géologues qui nous appellent et qui disent « Ah, on a trouvé un reste d'os, ça doit être un reste d'ichthyosaure, quasiment sur le même site que le plésiosaure à Tartonne. » Je dis « Bon, hop là, donc après, hop, fouille, autorisation de la commune, ils avaient l'habitude. » Et on découvre un magnifique rostre, c'est-à-dire le museau de gros ichthyosaures, 90 cm de long. La fouille, en haut le petit machin blanc, là c'est le plâtre de la bestiole qu'on n'a pas encore descendu. Donc il y a eu 2 saisons de fouilles et ensuite c'est le muséum d'Aix qui a dégagé l'autre partie du squelette. Donc là il y avait le museau, il y a des éléments de crâne et puis il y a des côtes. Et puis ensuite donc Eric Turini a préparé tout cela
dégagés, restaurés pour l'exposition. Alors on s'est dit, bon, ben, avec tous ces trucs, pourquoi ne pas aménager sur place? La dalle ammonite, lithosaure, mais ben non, on ne le fait plus. Ou que ceux qui s'y prêtent, parce que quand on aménage des sites, quand on aménage quoi que ce soit, ça a une durée de vie limitée, même si c'est de la caillasse. Donc nos ammonites de la dalle avaient été fouillés en 1994. Il y en a un qui était d'ailleurs et qui pilotait le travail, Guy Bombel, voilà, avait piloté le chantier, c'est-à-dire le dégagement de toute la partie haute de la dalle, multiplié par 2 la surface. Donc on est passé à 320 mètres avec 1553 ammonites. Voilà, donc c'est de la mise à l'air libre. Bon, le bas, il était à l'affleurement depuis 1948, mais ceci dit, il y a les altérations qui se produisent. Déjà en 2009, on avait fait un chantier de conservation permettant de stabiliser, de faire ce qu'on pouvait pour améliorer la situation et d'avoir le temps, sur 5 ans, de monter un projet pour de la conservation sur du long terme. Bon, des fois, les années durent plus longtemps que prévu. Mais donc, ces financements-là, encore, avec le département, la ville de Digne, l'État, nous avaient permis de stabiliser pour un certain temps et de faire aussi, pour la première fois, l'étude des 1550 ammonites. Voilà, ça a attendu depuis 1979. Alors, grâce au nouveau gestionnaire, le département qui prend en main la gestion de la réserve, et le département qui va être en 2014-2015 pilote d'un programme européen, donc qui va porter un projet qui s'appelle l'aventure géologique, qui avait pour but, entre l'Italie et la France, de valoriser des sites géologiques, de les faire découvrir et de façon ludique. Alors ces financements ont permis de faire des études, de faire des aménagements et de faire de la médiation. Alors en termes d'études, il était urgent d'étudier la stabilité de la dalle qui menaçait de glisser, parce qu'on avait, grâce à des spécialistes, des géophysiciens, identifié la présence de vides sous la dalle, des vides et de niveaux aussi de discontinuité. Ce travail a permis d'un travail géotechnique et aussi de tectonique pour comprendre comment fonctionnait la dalle. Et là a été mis en place un gros chantier qui a permis de faire des ancrages de la dalle, 260 ancrages jusqu'à 2,60 m pour les plus profonds, pour éviter qu'elle ne glisse sous son propre poids. C'était le devenir de la dalle. Ah, je suis revenue en arrière. Hop. Hop. Voilà, donc depuis les hauts, on voit aussi. Donc c'était l'occasion de réhabiliter l'ensemble du terrain vague, de préparer un parking. Et donc vous voyez aujourd'hui le site tel qu'il est. On est loin de la première image que je vous ai montrée avec la décharge sur le bord de la route. Voilà, donc on essaie de mieux accueillir le public, et y compris si on a fait une passerelle là, ça permet aussi au public qui a des handicaps, que ce soit visuels ou moteurs, de pouvoir accéder à nos sites. Notre petit ichthyosaure de la Robine, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était sous sa cloche, là, dans les années 2000, il a eu droit à un nouvel équipement qui n'a pas fonctionné du tout. Donc heureusement, avec ce nouveau financement, on a prévu un aménagement. Et puis maintenant, on savait aussi que c'était un truc extraordinaire et qui méritait d'être vraiment bien protégé. Donc j'avais peur que cette pauvre bête, ici vous avez le squelette, j'avais peur qu'il soit mort une deuxième fois, mais non. Donc on a pu restaurer la bébête, le revivanter, et depuis il habite cette jolie petite cabane en contrebas du panneau. Et donc il y a eu bien sûr une inauguration, toute la commune était à fond avec cette histoire, et notre pauvre petit ichthyosaure qui ne voyait plus personne a retrouvé son public. Voilà, donc je disais tout à l'heure, connaître, faire connaître, protéger. Donc pour trouver des spécialistes, des partenaires, on montre ce que l'on fait, on va dans des congrès. Donc celui-là de congrès, je vous en avais déjà parlé. Et puis quand on a des congrès, ici c'est le congrès à Paris, là, le 5e congrès mondial de paléontologie. C'est là aussi qu'on capte des personnes pour les amener chez nous, pour contribuer à des congrès que l'on organise nous-mêmes. Là vous avez les 4e journées nationales du patrimoine géologique qu'on a organisées à Digne avec les autres réserves du Luberon et la Sainte-Victoire. Et puis, on essaie de co-organiser aussi des excursions de congrès sur le territoire. Et puis, on participe à des congrès. Là, vous voyez,
j'allais dire on bouffe à tous les râteliers, non, ça ne se dit pas. On contribue à notre manifestation, y compris avec nos amis préhistoriens. Alors, vous avez vu qu'il y a des découvertes qui se font un petit peu tout le temps. Et du coup, on est passé aussi à un grand projet d'extension de notre réserve naturelle nationale. Et on va passer de 269 hectares à plus de 10 000 hectares en protection forte. Pourquoi ? Eh bien, vous voyez, dans des terrains comme ça où il n'y a pas de fossiles, c'est connu pour être pas de fossiles, il n'y a pas de fossiles, c'est pas daté, allez, ça a 30-35 millions d'années. Bon, sauf que, c'est quoi ça ? C'est un micro-mammifère, un petit rat. En allant en promener là-dedans où il n'y a pas de fossiles, je vais en trouver. Pof. Donc des rats, des dents de rat, des dents de micro-mammifères. C'est tout petit, c'est tout bien. Mais ceci dit, ça a une grosse importance parce que ce sont ces petits mammifères qui permettent de dater les terrains en paysage continental de l'ère tertiaire. Sans ces petits rats, il n'y a pas d'âge. Donc voilà, pouf. Ces couches n'avaient pas d'âge, et bien là, elles se retrouvaient avec 25 millions d'années. Précis. C'est l'université de Montpellier qui a daté les matériaux envoyés. Et donc, je me rendais de temps en temps sur le site pour voir s'il y avait d'autres trucs qui sortaient. Bon, vous voyez, là, ce n'est pas une dent de rat, hein, ou alors c'est un rat qui est énorme. Je me suis dit, ça pourrait bien être du rhinocéros. Alors, je remonte les boulis où je trouvais des débris dedans et je vois ça. Vous voyez clairement qu'il y a des restes dedans. Bon, je les ai soulignés en vert, effectivement, on ne voit rien, c'est une espèce de clafoutis immonde. Mais si je m'étais contentée de ramasser ce truc-là, le petit bout de dent qui n'était pas vilain, la suite n'aurait pas existé. Donc j'ai envoyé les photos à Pierre-Olivier Antoine, qui est là devant, qui fait partie de notre conseil scientifique, et que vous pourrez écouter en conférence aussi en septembre au musée de Quinson. Il est spécialiste des rhinocéros, et il a dit « Waouh, un rhinocéros de cet âge-là, ça m'intéresse, parce qu'il y a des grands renouvellements de faune à cette époque. » Donc fouille. Alors moi je me régale de vous montrer ça parce que vraiment ça ressemble à rien. Il faut être spécialiste. Je ne me serais pas amusée moi-même à essayer de sortir quoi que ce soit. Vous voyez comme c'est immonde. Donc bon, c'est un petit peu plus foncé parce que ça a été encollé. On a fait des plâtres pour plâtrer le bloc et le sortir. Et voilà ce qu'il en a fait. En fait, il y avait les dents supérieures parce que le haut du crâne avait été érodé naturellement. Et il y avait les 2 rangées de dents supérieures. Et en dessous, il y avait une mâchoire que vous verrez ici. Extraordinaire, soi-disant, dans des niveaux géologiques où il n'y a pas de fossiles, où il n'y a que dalle. Bon, voilà. Regardez les 2 rangées dentaires exceptionnelles. Donc, encore une bête rare. Alors, il s'appelle Ronzotherium romani, de son petit nom. Même si ici, on l'appelle autrement. Ben, vous le découvrirez. C'est une image qui a été faite par un dessinateur pour la réserve naturelle du Luberon. Hop. Alors, dans ce projet d'extension de la réserve, donc, c'est protéger des sites où le fait de simplement ramasser des fossiles peut faire disparaître des choses importantes. Et notre réserve, qui est un site école, est fréquentée dans cette vallée que je vous ai présentée avec le rhinocéros. On compte plus de 500 étudiants par an, chaque année. Alors, comme on fait aussi du développement local, qu'on aménage des sites, c'est autant de personnes aussi qui peuvent collecter. Donc, sur des sites d'intérêt international, mondial ou autre, il ne faut pas ramasser. Donc, c'est là où on s'est dit, bon, il faut une protection forte et on accompagnera ce travail. Et donc, on prend en compte pour définir l'espace à protéger, donc de tous les patrimoines. Là, dans ces cailloux, il y a aussi des restes de mammifères, mais ce sont des anciennes exploitations romaines qui ont servi à Ariès la Romaine. Voilà, donc ça c'est à Moustier. Il y a des sites avec des minéraux qui ont été exploités au Moyen-Âge jusque vers le XVIIe siècle. Donc là, malheureusement, on voit une baramine et une masse, c'est en cours de pillage. Donc il y a des sites qui vont profiter de ce classement réserve naturelle nationale. Il y a une espèce de patrimoine qui n'était pas pris en compte parce que c'est difficile. C'est ce que l'on appelle les bois subfossiles. Vous voyez ce tronc-là ?
Eh bien, il était là, pris dans un glissement de terrain. Vous voyez le paysage, il n'y a guère d'arbres. Et bien là, c'est un mélèze qui a vécu 300 ans et qu'on retrouve dans un paysage où il n'y a rien. Et les anciens de la vallée disaient, oh, mais les anciens disaient que dans le au fond de Galèbre, il y avait une forêt de mélèzes. Ah oui, ils voyaient des cendres, des troncs énormes de mélèzes, mais ils n'ont jamais vu ces mélèzes parce que celui-ci, en tout cas, a pu être daté, il a dû naître au début du IIIe siècle. Donc c'est de l'Antiquité tardive. Et ce qui est intéressant, c'est que ces arbres subfossiles enregistrent, à la fois on peut savoir qu'est-ce qu'il y avait comme arbre à l'époque, on les date, donc c'est ce qui se passe. Ils enregistrent les changements climatiques et ils enregistrent aussi sur ces périodes parfois anciennes, de moins 11 000 à nos jours, et puis aussi dans des périodes comme là, celui-ci, là, il est du Moyen-Âge, mais il enregistre aussi quelque part la vie des hommes sur place. Voilà, un bois qui a plus de 5000 ans. Et donc ça renseigne donc, sur les changements climatiques, l'occupation humaine qui va changer aussi, qui va avoir son impact sur les peuplements forestiers. Et alors comme une réserve naturelle, on s'occupe des cailloux, mais pas que. On s'intéresse aussi beaucoup à ce qui pousse sur les cailloux, et en particulier, ce qui fait aussi une des caractéristiques de nos paysages ici du Verdon, ce sont les genévriers de Phénicie, qui peuvent vivre millénaires ou plurimillénaires. Et donc, eux aussi, ils enregistrent ce qui se passe au fil des centaines d'années. Donc, on a fait un travail aussi avec le CNRS, la FACDEX. On vous présentera ici une tranche. Et regardez cette espèce de gros genévrier. Ici, la tranche qui a été coupée à 500 cernes. 500 cernes sur cette branche. J'aimerais bien savoir l'âge qu'il a, celui-là. Donc, on le saura peut-être la prochaine fois. Alors, on fait des inventaires de la biodiversité, la flore et aussi la faune. Ça, c'est nos dernières petites recherches avec des spécialistes, araignées, chilopodes. Et on a trouvé des bêtes rares et qui sont en voie de disparition. Donc, on travaille beaucoup aussi sur les morphologies qui sont fragiles, qui datent du dernier épisode glaciaire. Et voilà, ça c'est les dernières traces de glaciers. Donc, suivant si on fait des gros travaux de forestiers ou autres, on peut faire disparaître ça. Et nos paysages, bien sûr, changent au fil du temps, sous l'action humaine, sous les changements de climat. Et donc, c'est important d'avoir cette connaissance qui va permettre de mieux connaître nos patrimoines, de mieux connaître comment le gérer, et puis aussi comment le partager. Donc partager, j'espère qu'ici, vous découvrirez une partie de ce que l'on ne montre pas, nous qui sommes plutôt en extérieur, c'est-à-dire aussi de belles reconstitutions, la dalle aux ammonites il y a 200 millions d'années, notre plésiosaure, donc c'est des illustrations et des maquettes que vous verrez ici. Aussi des originaux, de belles ammonites. Il a perdu sa femme, lui. Des empreintes de pas d'oiseaux, des fossiles très, très fragiles, et de faire le lien avec les sites que l'on propose au sein de la réserve, donc qui ont été réaménagés grâce aux actions du département. Là, par exemple, vous avez une reconstitution, enfin une illustration de la clue de Péouré qui est derrière, pour les malvoyants. Ils ne voient pas la clue, alors c'est un de nos paysages particuliers, mais ils pourront toucher cette silhouette. Et donc, c'est l'idée aussi de partager le plus possible. Le site des Cyréniens était complètement réaménagé. Et puis, ça, c'est des éléments donc un petit peu plus ludiques sur la dalle aux ammonites pour le rendre plus accueillant à tous les publics. Alors, le département, aussi, il s'occupe de la réserve, mais pas que. Donc, il y a de nombreux sentiers qui sont développés pour aller découvrir les patrimoines, aussi sur les espaces naturels sensibles. Donc, je sais que la grimpette ne t'a pas plu, Sylvie. Voilà, pour aller découvrir des sites d'intérêt, qu'ils soient géologiques ou pas. Le tout, c'est de prendre plaisir à découvrir ce territoire. Et c'est un petit peu l'objectif. Donc, il y en a pour tous les goûts. Pour aller un petit peu depuis les sommets, enneigés ou pas, avec aussi sa végétation locale. Et aussi donc, de vous réinviter à venir régulièrement
au musée, de profiter du musée, de toutes ces expositions, de profiter aussi du village préhistorique. Et puis à partir de là, aller visiter, à la fois profiter des sentiers, et puis aller jusqu'à la Bonne, bien sûr, qui refait son lifting. Voilà. Alors, donc, vous tous, vous avez des yeux, vous voyez des tas de choses sur le terrain. Donc, faites-nous part de vos découvertes. Vous pouvez appeler les gens du musée, du parc du Verdon aussi, qui font le relais, ou directement la réserve. Donc, je vous dis merci à tous, parce que ce patrimoine vous appartient comme il appartient à l'humanité. Merci. www.musepréhistoire.com